Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, commun, vous bénisse chaleureusement. C'est votre humble serviteur, le révérend docteur Trésor Mbaya, serviteur du Seigneur Jésus-Christ, ministre de l'Évangile et artiste, musicien chrétien gospel. Comme d'habitude, nous venons sur ce plateau, sur vos écrans, pour pouvoir éclairer la lanterne, allumer la lumière du temps du soir, à la lumière de la parole de Dieu, afin d'éclairer les zones sombres dans le domaine prophétique, doctrinal, évangélique et de la vie humaine. Très heureux je suis d'être avec vous. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse chaleureusement. Alors, par la grâce du Seigneur, nous sommes sur ce plateau, comme d'habitude, prière que la gloire de Dieu se répande parmi nous afin d'être édifiés. Parce que le ministère d'Éphésiens 4, 11, selon les Saintes Écritures, par l'inspiration et la révélation que Dieu avait donnée à l'apôtre Paul, qui a servi de prophète majeur, le premier prophète majeur des nations, dans Éphésiens 4, il nous a été dit que le ministère de la parole authentique, selon Éphésiens 4, 11, a été donné pour l'édification commune du corps de Christ et pour perfectionner les saints, donc l'Église du Seigneur. Et au travers de ces 5 ministères, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur, nous devions connaître la valeur du royaume de Dieu. Nous devions avoir l'éclaircissement des grandes lignes prophétiques, des grandes lignes doctrinales, évangéliques et même du domaine de la vie humaine. Et au travers du don que Dieu m'a donné par grâce, je viens toujours à vous afin de pouvoir bénir des vies, afin de pouvoir vous éclairer au travers de la lumière de la parole. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse chaleureusement. Voilà la salutation de bénédiction que je peux donner à chacun en ce jour. Mes amis, nous allons faire rapidement, par la grâce du Seigneur, la suite de mon témoignage et mon histoire et mon témoignage. Je pense que nous avons eu la première partie, la seconde qui est la deuxième, et là nous allons essayer de prendre la troisième partie. C'est vrai que mon histoire et mon témoignage peuvent être repartis sous plusieurs parties, mais là nous sommes à la troisième partie. Par la grâce de Dieu, nous essayons de voir qu'est-ce que nous pourrions donner à cela. Le témoignage édifie. Le témoignage renforce encore la foi des croyants. Le témoignage peut gagner plusieurs autres âmes. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire « Celui qui aura honte de témoigner de moi aux hommes, moi aussi j'aurai honte de témoigner de lui au Père. » Dans mon histoire, il y a mon vécu, il y a mes origines, il y a d'où je suis venu, mais il y a le témoignage de ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Le témoignage de ma rencontre, le témoignage de mon approche, le témoignage de mon intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors mes amis, dans mon témoignage, nous avions l'histoire d'un homme, d'un jeune garçon qui a été appelé par Dieu avant même que je ne naisse. Ça, c'est l'histoire de mon témoignage. Je pense que dans la première partie, la seconde, il y en a. Qui a été un enfant prophétique, annoncé depuis l'époque du révérend pasteur Ndundu, qui a travaillé en RDC à l'époque, dans l'intérieur du Pool et aussi à Brazzaville. Et ma grand-mère avait une relation très proche, donc c'était une brebis qui était brebis du pasteur Daniel Ndundu de l'église protestante et une dame qui était stérile. Nous avons vu, déjà je l'ai dit dans la première partie, que cette dame qui était stérile, comme Anne est allée au temple, et à cette époque, le pasteur Daniel Ndundu était présent. Quoi qu'il jouait beaucoup le rôle de missionnaire, il partait, il revenait, il pouvait aller à l'étranger, il pouvait aller travailler dans l'intérieur, il pouvait travailler en Afrique, en Occident, dans l'intérieur des sous-régions de notre pays. Mais il venait aussi de l'autre côté du plateau des 15 ans, parce que c'était le leader charismatique de l'église protestante, un homme de Dieu, engagé, craignant Dieu, et qui avait un puissant nom prophétique.
et qui a donné la prophétie à ma grand-mère que je naîtrais, qu'elle devait faire mettre au monde une fille, et de cette fille sortira plusieurs enfants, parce que ma grand-mère avait hérité de la stérilité de sa mère, qui n'a eu qu'une seule fille. Et ma grand-mère, de seule qu'elle était, a mis au monde une seule fille, et ma mère a eu des frères et des sœurs de même sang du côté paternel. Donc, ma mère a des frères et des sœurs du côté paternel. Mais la prophétie avait été dite comme à nos temples avec le sacrificateur Élie. Elle mettra au monde une fille et de ses enfants, de cette fille sortira plusieurs enfants. Et je vois parmi les enfants le premier fils qui sera un grand serviteur de Dieu. De par lui, la lumière se répandra dans cette famille. Et je le vois monter comme une grande lumière et Dieu l'emmènera par tout le monde pour l'utiliser. Il fera de très grandes choses avec lui. Et ma grand-mère garda ces choses. Elle alla vers mon grand-père qui était aussi l'un des grands chantres du Quilombo et aussi de la chorale et l'un des plus grands batteurs de l'église protestante. Ma grand-mère aussi était Quilombo à la chorale. Donc voilà, c'est des gens qui chantaient, qui servaient Dieu malgré leur faiblesse. Mais nous avons vu, mes amis, que la prophétie a fini par s'accomplir de la stérilité génétique qu'elle avait héritée de sa propre mère. Voilà, elle a fini, elle aussi, par avoir une fille. Et de cette fille, plus tard, à l'âge de 18 ans, ma mère, à 17 ans, au moins là, a rencontré mon père, Roger Maya, et ma mère, Christine, bienvenue, la fille prophétique qu'on emmenait toujours aussi à l'église après sa naissance en grandissant. Quand le pasteur Daniel nous la voyait, il imposait toujours les mains, il déclarait des paroles. Il rappelait à ma mère la prophétie. Et ma grand-mère a fait ce travail. Elle rappelait toujours à ma mère, et quand ma mère rencontre mon père, ils étaient très jeunes. Ma mère est tombée enceinte à 18 ans et mon père en avait 22 ans. Donc ils ont l'écart de 4 ans. Et c'est ainsi que des enfants naquis. Il a eu ma sœur Ashnel Maya et la seconde Welcome Maya. Et voilà le premier fils dont il était question, Trésor Maya, est né. C'est bel et bien moi. Mais je suis né par cet engouement de la prophétie que ma grand-mère avait reçu de la part du pasteur de Nendoudou, et elle avait dit à ma mère qu'il faudrait que cet enfant vienne. Donc, je suis le complot de la prophétie et le complot de ma grand-mère et de ma mère. Mon père ne savait rien de cela et je suis venu, il avait le désir d'avoir ces 2 filles parce qu'il aime bien les filles. Donc, je suis pas un enfant peut-être attendu du côté de mon père, mais la majeure partie sont nés inattendus, mais c'était la volonté de Dieu. Et voilà, comme ça, ma grand-mère me choyait, elle m'aimait beaucoup, et elle m'a donné beaucoup d'amour, et je l'ai aussi beaucoup aimée parce que elle prenait soin de moi, elle m'aimait, avant qu'elle ne meure, puisque ça fait aujourd'hui 4 ans qu'elle est morte, donc elle est morte le 25 mai 2022. Alors, mes amis, elle nous a montré la voie du Seigneur, puisqu'elle était protestante. Elle a été baptisée vers les 1956, 57 ou 58, à voir là. Donc, c'est ainsi que elle nous a montré la voie de Jésus. Et j'ai expliqué dans la première partie, nous avons connu l'église protestante du côté maternel, l'église catholique du côté paternel, et l'église témoin de Jéhovah, lorsque maman a rencontré une dame qui venait de la RDC, elle était Balouba, donc elle avait influencé maman, elle lui avait témoigné l'amour, et maman a fini par aller vers les témoins de Jéhovah, la salle du royaume. On y allait. On nous enseignait la Bible. Je devais être baptisé peut-être là-bas, mais ça n'a pas été possible. Chez les protestants, j'avais fait le confessionnat. Je veux laisser le péché pour suivre Jésus en public un dimanche. J'ai fait le catéchisme, mais lorsque j'étais à la veille du baptême, je ne sais pas ce qui m'avait eu, alors j'ai fini par partir parce que c'était l'époque où je commençais déjà à avoir mon âge pubère, donc j'avais déjà la puberté et j'ai commencé à avoir des copines. Et la première de mes copines était bel et bien une fille de l'Écodim, de l'école du dimanche, donc elle était une chantre. Et vous voyez, après j'ai vu, je me suis dit ce que je fais n'est pas bon. Donc j'avais fui le catéchisme où on était prêt à nous baptiser.
chez les témoins de Jéhovah, on nous enseignait la parole par rapport à leur doctrine, et on avait un enseignant qui venait à la maison, qui m'enseignait moi, mon petit-oncle, qui est aussi un de mes petits frères, mais c'est l'avant-dernier de ma mère, donc c'est mon oncle, Mayonda Verde, qui est aujourd'hui pasteur aussi, homme de Dieu, et mon petit frère Donald, qui est aujourd'hui en France. Et Nel nous enseignait, il avait bon cœur, c'était une très bonne personne, vraiment il était très humble. Vous savez qu'à l'époque, les témoins de Jéhovah étaient très fraternels, ils évangélisaient dans les rues, ils avaient le suivi des âmes, chose que nous manquons aujourd'hui dans les églises chrétiennes, que ce soit chrétiennes du message, du temps de la fin, chrétiennes de réveil, vraiment, ou ailleurs, ça devient très difficile que les gens fassent le suivi, l'évangélisation comme telle, parce que les gens sont beaucoup plus centrés sur la prospérité, sur les soucis sociaux, sur les débats religieux. Il y a plus ce poids du salut des âmes. À l'époque, Naël venait, il était très intelligent, et je me souviens que les témoins de Jéhovah étaient très intelligents. On avait des recueils d'histoire biblique, les brochures Tour de garde, les Réveillez-vous. Alors, on avait la Bible du monde nouveau, donc la version témoin de Jéhovah, mais c'était beau, mais seulement il y avait quelque chose qui m'attirait, c'est qu'on disait que Jésus était crucifié sur un poteau. Donc c'était ainsi qu'on le présentait sur le poteau, on ne le présentait pas sous la forme du crucifix. Alors je trouvais que c'était un peu aberrant, c'était pas trop clair, et il y avait aussi les anges qui avaient quitté le ciel pour venir se mettre avec les filles des hommes. Alors, je trouvais que c'était pas clair parce que les anges sont esprits et quand ils viennent sur la terre, c'est juste pour accomplir une mission, ils partent ou bien veiller sur les enfants de Dieu. Mais comment se fait-il que les anges vont se mettre avec des femmes? Ça collait pas trop. Je cherchais la vérité dans mon cœur. J'aimais déjà Jésus depuis mon enfance, j'aimais les films de Jésus, les dessins animés de Superbook. Je pense qu'il y en a de ceux qui se souviennent à l'époque, Superbook. C'était des dessins animés de la Bible, où il y avait Gizmo, il y avait, voilà, ces enfants-là, qui des fois faisaient des voyages dans le temps, dans le passé. J'aimais bien ça, et les jours du 24 au 25 décembre, ma mère et mon père me faisaient une étable, donc une petite crèche de brebis, où on mettait des petits moutons, on mettait de l'herbe, on montait ça avec de la boue, on plaçait des pierres, et voilà, c'était comme une crèche de brebis. Il y avait un petit lit qu'on mettait, on mettait des bonhommes, la naissance du bébé Jésus, et Marie-Joseph était là. Et on mettait des fois les mages qui venaient pour adorer l'enfant. Donc j'avais déjà cette idée sur Dieu. J'aimais, je sentais que dans mon cœur, j'avais un grand amour pour Jésus. Mais plus on grandissait, vous voyez l'âge adolescente, et au fur et à mesure, on commençait à traîner un peu avec les amis de la rue, moi qui étais enfant à la maison, qui était derrière le mur et le portail, qui était avec mes sœurs, avec mes petits frères. Et alors, mes amis, il y a commencé, la vie de la convoitise a commencé à bouillonner dans mon cœur. Je m'en souviens, la première fille que j'ai commencé à convoiter, c'était au CA, l'âge adolescente, donc elle était métisse. On l'appelait Charnel, je crois bien. On avait été ensemble à l'école Soprogie, à Bukondo, à Brazzaville, le quartier privé Soprogie. Et voilà, comme ça, ce désir, jusqu'à ce que, quand je suis arrivé en 6e, coup de foudre sur une première fille, voilà, on a fini pendant les vacances à se mettre ensemble. Voilà la première, comment je me suis retrouvé là. Et je me suis retrouvé avec elle, et après, bon, je suis tombé avec une prostituée et ça s'est accumulé. Donc, voilà sexuellement la première fille, pardonnez-moi de le dire, mais c'est mon histoire et mon témoignage, la première femme qui va avec moi, c'est une prostituée. Vous voyez déjà, c'est un impact spirituel, quoique j'avais la copine, mais il n'y avait pas eu de relation au départ intime. Et nous nous retrouvons là, je suis dans ce monde des prostituées, et parce que j'ai commencé à fréquenter les enfants du quartier. Voilà pourquoi je dirais aux parents, le conseil est sain et pur que je peux vous donner, c'est que vos enfants, vous devez savoir comment les préserver. Gardez-les à la maison, ne les laissez pas libre accès avec le monde extérieur. C'est vrai qu'ils doivent affronter le monde extérieur, mais il faut d'abord les enseigner. Vous voyez, moi c'est une dame voisine qui s'était plainte pendant que ma mère allait
au marché, faire le marché, et tous ensemble allèrent en cours de route, lui disant, mais ton fils là, je trouve qu'il est beaucoup plus avec ses sœurs et ses jeunes frères, mais pourquoi il ne traîne pas avec les enfants du quartier? Des fois, il faut le laisser. Nous, on jouait des fois au football devant le portail, donc on avait une grande avenue, l'avenue Boitambongo, quartier Mukondo, où on se retrouvait des fois au terrain ou à l'école. Quand c'était les jeux en dessus, je pouvais jouer et je jouais aussi dans une équipe euh, dénommée Las Vegas. À l'époque, l'une des grandes équipes dans mon quartier là-bas, au quartier Mukondo, à Brazzaville. Et alors, mes amis, voilà, j'aimais le football, tout ça, et j'ai commencé aussi à affectionner le basketball. Je me souviens que je m'étais procuré, acheté une boule de basketball à l'époque. J'aimais bien Michael Jordan lorsqu'il jouait chez les Chicago Bulls. J'aimais bien Kobe Bryant est venu après. J'aimais bien Kevin Garnett. Il y avait un peu plusieurs. Kevin Garnett, il y avait plusieurs basketteurs, je me rappelle à l'époque. Alors, mes amis, voilà comme ça, je fréquente ceux de la rue. Je commence à aller chez les féticheurs, je commence à aller avec eux pour faire ce qu'on appelle les camos, donc les fétiches de force. Et je suis tombé aussi dans les fétiches des femmes, ce qu'on appelle la domination, les mfimfi. Et c'est comme ça qu'on me disait, tu dois plus aller à l'église, tu dois pas parler de Jésus, tu dois pas regarder sous le lit. Il y a des pratiques comme ça. Et quand il pleut, il faut pas que tu fuis. Sous la pluie que tu cours. Lorsqu'on t'appelle, ne regarde pas par le derrière rapidement. Donc il y avait des principes qui n'allaient pas avec le genre d'éducation qu'on m'avait donné. Parce que j'étais quand même un enfant qui fréquentait l'église protestante, des fois catholique, témoin de Jéhovah. Donc il y avait déjà un esprit religieux, quoi qu'on ne connaissait pas Dieu en profondeur. Mais toutefois que j'allais, je le faisais, j'ai commencé à voler l'argent à la maison, l'argent de mon père, des fois de ma mère, mais c'était beaucoup plus papa. Pour maman, je pouvais prendre et tout, des fois des quelques, mais j'ai fait souffrir mon père et on est entré dans la fièvre, la pression de jeunesse, ce qu'on appelait le boom. Le nick, on a commencé à boomer de l'argent, on a commencé à faire tout et n'importe quoi. Alors mes amis, malgré tout, j'avais un don. C'est que je sentais que j'avais quelque chose de différent de ce que je fréquentais. Parce que ma grand-mère et ma maman, donc ma grand-mère Wadjuka Henriette et ma mère, Montiama Christine, bienvenue, donc Madame Baya, me rappelaient toujours le pourquoi est-ce que j'étais né. Mais moi, je me disais, je servirai Dieu si je vais prêcher un jour, peut-être ça à 50 ans ou plus, voilà, je vais donner ma vie officiellement à Jésus, mais j'ai besoin de faire beaucoup de choses. Je plonge dans le rap, je deviens rappeur. À cette époque-là, je me rappelle, je suis devenu rappeur à l'âge au moins de 13 ans. 13 ans, 14 ans. Je suis devenu rappeur, je me rappelle, mon formateur de rap, le premier qui m'a formé dans le rap, c'était l'un des grands rappeurs qui, à l'époque, a rappé avec l'artiste Passy. Lorsque Passy du Bisso Nabisso, qui est, à l'époque, était le plus grand rappeur français, donc franco-congolais, qui a été dans le groupe Bisso Nabisso comme étant le leader, il a été dans le secteur A pour ceux de mon époque savent de quoi je parle, le secteur A Passy. Mais le King Biggerman était mon formateur parce qu'il a rappé avec Passy quand il était venu au pays à l'époque. Donc à l'époque, les années 90, quand Passy a quitté la France par un petit conflit qu'il avait eu au niveau de la France avec son album qu'il avait sorti avec l'un des vieux rappeurs qu'on appelle Dogji. Et alors, ils avaient clashé la police et il était recherché. Donc, comme sa mère était Babembe, lui, il était allé en France depuis son enfance. Donc, on l'a fait revenir ici. Donc, à l'époque, les plus grands rappeurs, il y avait le King Biggerman, qui était l'un des plus grands rappeurs de Brazzaville. Il y avait Brice One Sebri, qui venait même des États-Unis, qui était descendu au pays et qui avait du flow, on appelait ça le flow à l'époque. Et voilà, on avait des groupes
il y avait Police Academy à l'époque, il y avait Charlie Noël qui était l'un des plus grands chroniqueurs, qui est mort il n'y a pas longtemps, qui a quitté Terre, l'un des plus grands chroniqueurs de notre chaîne nationale Télécom. Et voilà, comme ça, à cette époque, il n'y a pas assez de rappeurs. Le rap est considéré comme la musique des gangsters, la musique des gangs, des voyous à l'époque. Et alors, moi, je rencontre le King Biggerman. Aujourd'hui, il a même une de ses filles qui est devenue une grande star de la musique congolaise. Pour ceux qui écoutent, ils sauront de quoi je parle. Mais à cette époque, cette fille elle était bébé, je me rappelle. C'était un bébé. Elle est devenue l'une des plus grandes artistes rappeuses au Congo. Donc, je me souviens, il y avait Shield, il y avait Jodior, Animal, qui était passé par les pieds aussi du King Biggerman. Moi, je suis allé avec un de mes amis, Taki, on l'appelait Taxon. S'il écoute, il se souviendra. Taki. Il y avait moi. Il y avait aussi un autre de mes amis, Prince, qu'on appelait Kamura. Donc, nous sommes allés vers Biggerman et nous avons appris le rap sous ses pieds. Et alors, mes amis, voilà comme ça, je salue même le King Biggerman, que le Seigneur le bénisse richement. Ça a été un vieux qui nous avait aimés, nous avait donné beaucoup d'amour. Et alors, après cela, j'ai commencé à suivre la carrière musicale. Je me suis mis avec des amis. Il y avait Maestro, donc Chris. Il y avait Lionel, mais Lionel, mon frère, qui a fini par croire avec moi, devenir prédicateur, mais il n'y a pas longtemps, il a quitté Terre, un de mes meilleurs amis. Mais Lionel était là comme un assistant et un manager, parce que lui, il était entré dans le mannequinat. Donc, il y a des moments où je partais dans les agences de mannequinat avec lui, dans les répétitions, et puis ils avaient des cérémonies de mannequins. Je devais être même mannequin, parce qu'ils voulaient de moi, j'avais la taille, j'avais la carrure d'un mannequin, mais je trouvais que le mannequinat était pas trop fait pour moi. Je trouvais que les hommes devenaient trop féminins et tout. Ils devenaient efféminés et tout ça. Et voilà, comme ça, mais des fois, j'allais, je prestais, ils pouvaient nous appeler pour faire des prestations. Je me rappelle, il y avait une prestation qu'on avait faite à la boîte de nuit Copacabana. Il y avait des blancs qui avaient investi, ils étaient très nombreux, il y avait des hommes d'affaires, des noirs, des blancs. Et moi, je me rappelle, avec mon frère, Maestro, on est allé pour prester. Voilà, on forme un groupe qu'on appelait la Brigade Offensive, Brigade O, composée de moi, Trésor Maya, on m'appelait Zortré à l'époque, donc Trésor à l'inverse, on disait Trésor à l'inversé, Zortré, il y avait Maestro qui était Chris, il y avait Rov Dassus, il y avait Klech qu'on appelait 10 secondes, et voilà, on avait formé un groupe, je me rappelle, il y avait aussi un ami de l'époque, je pense qu'il pourra se retrouver, on l'appelait NBA, qui était avec nous, mais après qui était vite parti, qui nous avait rejoint et puis il était vite parti. Et il y avait un de nos jeunes que moi j'ai écrit les premiers textes qu'on appelait Martial Panucci, donc qui fait partie aujourd'hui des plus grands rappeurs du Congo, qui évolue, des fois il est au Canada, aux États-Unis, mais précisément au Burkina Faso. Donc l'un des grands, je l'ai formé moi, Maestro et Rov Dassus, y compris Klech 10 secondes qui est même au Canada. Et quand on forme la brigade offensive, on rejoint un collectif qu'on appelait le collectif 109, dont le leader était mon frère Lobsidi, qui a fini par devenir le leader du clan que nous avons formé après. Il y avait la majorité des rappeurs de la zone sud et la zone nord. Nous, on faisait partie des rappeurs de la zone nord, de Brazzaville, et il y avait ceux de la zone sud. Donc, je me rappelle, j'ai connu beaucoup d'amis de l'époque, et on se retrouvait au zoo. Il y avait un bar qu'on appelait le zoo, où l'artiste feignant de l'époque, Bienvenue Feignant, faisait des répétitions. Donc, il y avait les Happens, il y avait plusieurs autres rappeurs, je me rappelle Foxy Zinizao venait aussi, il y avait plusieurs autres rappeurs, ceux de Bakungo, ceux de Makele Kelebi Fouti, ceux de Mikalo, Wenzen, Pila, le centre-ville.
On était très nombreux. Il y avait Timature, La Chose, il y avait Pistol Mafia, il y avait plusieurs rappeurs. Il y avait Def Kappa Cappuccino. On était un peu nombreux. C'était un collectif qui voulait rassembler, unifier. Mais plus tard, quand il y a plusieurs personnes, on a commencé à se séparer et le collectif 109, on est resté un groupe. Moi, je me suis retiré un peu de la brigade offensive avec mon frère Maestro et 10 secondes. Et plus tard, je sors de là, je vais faire un groupe avec Rov Dassus. On fait un groupe qu'on dénommait le Specimen Squad. Specimen Squad, on était 2. À l'époque, je me rappelle, c'est où le rappeur Booba commençait à faire son apogée dans sa jeunesse. Il était avec Ali. Donc, Ali était le leader. Pour les jeunes, ils savent de quoi je parle. On était avec Ali, il était avec Ali. Et cette période, lui et moi, on fait un clan. Donc, on fait un duo. On appelait ça, c'était un crew. Donc, c'était des expressions de jeunesse. Et les deux étant mis ensemble, alors plus tard, je rejoins encore le collectif 109 qui cette fois devenait un groupe. Quoique nous avons nos groupes, Specimen Squad, Maestro était resté avec le vieux groupe de rap que nous avons fait, la Brigade Offensive. Il est resté leader. Fabrice Fab, je me rappelle La Rage. Fabrice, un de mes meilleurs amis aussi, les avait rejoints parce qu'il avait intégré le rap, je l'avais formé. Et il les a rejoints, ils sont restés avec Martial Panucci à l'époque, celui qui est aujourd'hui l'un des grands rappeurs. Et 10 secondes, Clèche avait fini par partir au Canada, rejoindre son père. Et quand on est dans le collectif 109, à ce moment-là, nous sommes ensemble, il y a Babax, qui on appelait le fils de BZ, qui est aujourd'hui aussi un serviteur de Dieu au Canada, gloire au Seigneur Jésus. Il y avait Rov Dassus, il y avait Lobsdi qui était en tête, parce que c'est lui le visionnaire du collectif 109, donc on l'a appelé Doudou, donc Lobsdi. Et voilà, il y avait Maestro, Chris, et plus tard, un du groupe de brigade offensive qu'on avait fondé, moi et Maestro Chris, qui était l'un des groupes, donc c'est Vianney qu'on appelait Viagra Boss, qui avait rejoint le collectif 109. Et alors là, on a commencé à faire des choses extraordinaires à cette époque, je dis bien. Mais aujourd'hui, pour nous, bon, c'est un passage. Le Seigneur nous avait appelés à autre chose. Donc nous sommes les premiers pionniers du rap congolais, donc qu'on appelle le hip-hop. Nous faisons partie, donc il y avait les Def Cappuccino, il y avait les Pistol Mafia, qui avait un groupe avec un autre ami qu'ils appelaient Congolese Gangsta. Il y avait Foxy Zinizao, il y avait Chopal, il y avait Maf, il y avait plusieurs autres, il y avait Mos Dex, il y avait plusieurs amis. Et voilà, mais je sentais qu'il y avait toujours un appel divin en moi. Il y avait toujours quelque chose qui m'appelait à servir l'Éternel. Donc nous sommes les premiers rappeurs qui avons commencé à faire des sons avec la PlayStation. On faisait les sons précisément chez Chopal qu'on appelait Patrick. Donc du groupe qui était au plateau des 15 ans, vers l'école 8 mars. Le nom du groupe essaie de m'échapper, je suis devenu pasteur, mais ça va me revenir. C'était section 15, voilà, secteur 15. C'était section 15. Je me rappelle, il y avait aussi au plateau des 15 ans les Martiens. Les Martiens, voilà, composés de plusieurs amis aussi, que nous avons bien collaboré. Mais on faisait les 100 chez Chopal Patrick avec son frère Vianney. C'était dans la chambre. Leur mère, des fois, quand on arrivait, essayait de parler, des fois, elle blâmait, mais à des moments, elle nous laissait entrer dans la chambre. On faisait des sons. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des instruments, il n'y avait pas des studios. Donc, on appelait ça à l'époque les dios. Et c'est ainsi que on le faisait, parce qu'à l'époque, avant Chopal Patrick et Vianney, son frère, nous faisons des fois on allait enregistrer, parce que là, ils faisaient des sons, mais ils n'avaient pas encore de studio. On allait enregistrer chez un gars qu'on appelait Mas.
quelque chose comme ça. Mais nous enregistrons avec des cassettes chromées, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de CD, il n'y a pas de clé USB, il n'y a pas d'MP3, il n'y a pas de carte mémoire. Donc voilà, on allait enregistrer max, quelque chose comme ça. C'était vers le quartier Mungali. Donc après le rond-point Mungali, un peu devant. C'est comme si tu allais vers la commune de Mungali. Donc après le rond-point, l'arrêt rond-point Mungali. On allait enregistrer là-bas et tout. Mais malgré tout, je sentais qu'il y avait toujours quelque chose qui m'attirait vers Dieu. Et vous savez, on voulait aussi vivre la jeunesse. Mais comme la Bible dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, mais sache-le que toute chose a une fin. Il y a un jugement dernier qui viendra. Mais le problème, c'est ce que je dis aux jeunes, dans quel état Dieu viendra-t-il se trouver le jour qu'il reviendra. Et nous étions dans cette jeunesse-là, dans ce bourbier, et on a commencé à faire des grandes choses. On a commencé à avoir des séparations avec les autres, c'était devenu des conflits entre amis, mais plus tard, on a essayé d'apaiser les choses. C'est là où on pouvait entrer un peu comme dans les conflits du rap américain. Donc, on trouvait que c'était un peu bon, des petits gangsters et tout, mais des enfants qui étaient quand même bien éduqués. Qui avaient quand même des niveaux scolaires un peu élevés. On écrivait des textes. C'est pas comme ceux d'aujourd'hui. On était réfléchis, quoi qu'on pouvait aussi avoir des titres hardcore, c'est comme ça qu'on appelait cela, des titres hardcore, donc des titres genre un peu comme violent gangster, mais on avait ce qu'on appelle l'écriture. C'est pas quand des fois je passe, des fois tu peux écouter dans un bar ou quoi, ou dans un transport public, les jeunes rappeurs d'aujourd'hui ne font pas le rap réfléchi. Ils écrivent, mais ils n'ont pas des textes qui réfléchissent, qui conscientisent. Mais nous, à l'époque, on était réfléchis, on écrivait. Il n'y avait pas de téléphone Android où tu peux enregistrer ta voix, ou bien l'inspiration, le beat qui t'arrive, non, mais on faisait sans répéter, sans cours de route. Et les gens nous appelaient les petits fous, les manouilles. Parce qu'il fallait toutefois en train de faire, de beatboxer, en train de répéter des fois les textes d'inspiration de rap qui te venaient pour que tu enregistres. Donc, on n'avait pas des enregistreurs. Donc, il n'y avait pas de carte mémoire, de clé USB, il n'y avait pas de téléphone Android. Non. Parce qu'à l'époque, les téléphones n'avaient pas encore existé. Donc, il y avait des téléphones de maison, des fixes, mais les portables, c'est sorti sous nos yeux. Et mes amis, au fur et à mesure, on a fait le tapage. On a commencé à faire des grandes salles, des espaces publics. Nous étions ce groupe, le collectif 109, qui avons donné l'envie aux jeunes et aux parents d'envoyer leurs enfants dans les concerts rap. Mais malgré tout, dans ces choses, vous voyez, il y a des fois, vous prenez un peu le shit, donc la bœuf, le chanvre, la cigarette, malgré que on n'était pas vraiment trop des bandits comme tels, parce que l'éducation que nous avons reçue chez nous, mais on allait vers cela. Et la musique qu'on faisait plus tard, on savait que non, il faut passer par la fenêtre. Passer par la fenêtre, il y avait deux choses. Ou c'est l'homosexualité avec les producteurs, qu'on appelait les prods, ou bien c'est aller signer des pactes avec le diable pour faire le succès. Mais nous, pendant que nous étions ensemble, nous avons ces idées-là, mais on n'allait pas peut-être féticher comme tel. Mais les gens pensaient que nous avons signé des pactes parce qu'on avait un impact. On allait dans les écoles, on était les premiers à initier les écoles. On avait une école qui nous recevait souvent, c'était sous le pont le pont centenaire de Brazzaville. Il y a une école en dessous, avant l'ambassade de la Turquie. C'est une école privée. Le promoteur nous aimait bien, donc on rassemblait les jeunes, on faisait de la musique, on faisait des concerts. On jouait à l'ENAM, on jouait au Parlement, au Palais des Congrès. On avait, voilà, dans les quartiers, dans des zones, on était les premiers à faire parmi les premiers à faire des clips professionnels. Je me rappelle, à ces époques-là, il y avait les Secteur 15, il y avait les Foxy, il y avait les Van Cleef, il y avait des Mombenga, Ferréol, il y avait, voilà, on a connu cette chaîne des rappeurs, mais c'était pas comme aujourd'hui, nous voyons, bon, donc nous étions les pionniers. Mais qu'est-ce qui se passe pendant cette période que
nous commençons à enregistrer des albums. Je me rappelle, on enregistre un album. Là, j'essaie de sauter dans mon témoignage. On enregistre un album qu'on appelait Plus proche de vous. Pendant qu'on enregistre Plus proche de vous, l'album du groupe avec Lobsdi, le leader, et Babax, le fils de BZ, avait voyagé, il est allé au Maroc pour les études. Il avait enregistré aussi dans l'album quelques titres. Et aujourd'hui, il se retrouve au Canada, mais à l'époque, il va au Maroc. Nous devons sortir l'album. On enregistre aussi une production que un de mes grands frères, Mabens Production, avait quitté la France. Il avait travaillé avec des grands rappeurs de l'époque, les Passy, les Lino, les Calbo, avec les Akhenaton, les Shuriken. Pour ceux qui, quand je parle, ils connaissent, ils savent de quoi je parle. Donc les Marseillais, donc ceux de Marseille. Alors il vient pour faire la production dans son pays parce que lui-même il fut rappeur et il était entré dans la production. Il me demande de chercher les grands rappeurs de la place. Donc je pense à Foxy qui était rappeur mais qui commençait à chanter. Je pense à nous, donc moi, Lobs, Rove, Maestro, Vianney, Virabos, les autres. Et je pense aussi à certains d'autres rappeurs. Donc il y avait aussi Capol. Capol, à l'époque, c'était un rappeur qui commençait à chanter et faisait comme du hip-hop, de la soul. Donc il y a eu plusieurs qui ont contribué au projet. Et la production s'était faite et ça devait sortir en Europe, en France. Effectivement, l'album était sorti. C'est ce qui avait donné un coup de pouce à l'un des grands rappeurs et chanteurs de l'époque, Foxy, pour avoir un coup de pouce pour qu'il devienne encore une grande star et qu'il se retrouve aujourd'hui en Europe, en France. Donc c'était par cette production de mon grand frère, Mabens Production. Et pendant que la production sort de l'autre côté de la France, nous aussi on sort un album, on va sortir un album. Je me rappelle qu'on est allé ouvrir un site internet à l'époque, c'était cher pour l'ouvrir. Et nous avons eu des productions, même nous étions nominés au Cora. À l'époque, ceux qui connaissent le Cora, nous étions nominés, ces périodes-là seulement. Et on avait vraiment le succès. On commence à faire les concerts de promotion pour l'album Plus proche de vous, du collectif 109. Et alors, mes amis, le Seigneur Jésus-Christ vient m'appeler. Il y a eu des détails que j'ai donnés même dans le premier témoignage et le deuxième. Là, nous sommes au troisième témoignage. Et alors, le Seigneur Jésus-Christ vient à moi pendant que nous sommes en train de faire le mixage de l'album Plus proche de vous, donc avec Lobs, donc LOPS, Babax et au Maroc, qu'on appelait le fils de BZ, et Rove, Dassus, Vianney et Maestro. Je me souviens que le Seigneur Jésus-Christ et la compilation que nous avons faite avec mon grand frère, Mabens Production, qui avait compilé plusieurs artistes, de noms que tous je ne peux pas trop citer. Je me rappelle aussi, je crois, Ferréol, aujourd'hui qui est aussi un serviteur de Dieu, avait participé à ce projet-là. Je l'avais contacté aussi. La section 15 aussi, secta 15, avait aussi enregistré dans cette compilation. Pendant que ça sort au niveau de la France, le Seigneur Jésus-Christ vient m'apparaître. D'abord dans un songe. Je fais un songe où il y avait un ange très lumineux avec une robe blanche qui se tenait précisément dans les quartiers bâtis comme les quartiers OCH. L'OCH de Brazzaville et l'OCH de Pointe-Noire, c'est la même chose, c'est bâti de la même manière. C'est bâti un peu comme les quartiers à Brazzaville, Sonako et Sénico. Mes amis, le Seigneur m'apparaît dans un songe sous forme d'un ange avec une robe blanche et cet ange était très lumineux. J'étais à l'extérieur sur des quartiers